Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver, Florence Sueur au micro. Bienvenue au bar de l'économie en FM avec IDFM Radio Anguin, en vidéo live sur Facebook et retrouvez-nous sur YouTube ou sur notre plateforme bardeléconomie.fr. Alors aujourd'hui, on va parler valeurs de l'être humain, on va parler de user experience, on va aussi parler bien sûr de leadership. Béatrice Perrault, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes coach, que ce soit en individuel ou en équipe, en entreprise bien sûr aussi, pour les comités exécutifs également de grandes entreprises ou même pour les collectivités publiques. Vous êtes aussi formatrice et conférencière. Vous avez en plus conçu le cycle des éco-formations. Donc ensemble, on va parler de diriger dans un nouveau monde. On va parler bien sûr de la valeur de l'être humain, de la user experience. On va parler d'éthique et puis aussi du leadership. Est-ce qu'on peut encore parler de cette notion dans ce nouveau monde Covid, entre autres? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le management, que ce soit dans les grandes entreprises, en collectivité publique ou dans les plus petites? Est-ce que tout est vraiment remis en question avec cette pandémie qui est arrivée d'un coup en 2020, donc le télétravail, le travail à distance, les réunions en visio, etc. Où est-ce qu'on en est? Alors, déjà avant cette pandémie de 2020, le management devait se remettre en cause parce qu'en fait, c'est beaucoup un management que j'appellerais top-down, extrêmement directif et qui traite l'humain, je dirais, comme des personnes indifférentes, des individus indifférenciés et sans tenir compte de la qualité de la relation entre les gens et avec son manager. Et surtout, on est confronté, enfin les salariés sont confrontés à des difficultés relationnelles parfois graves qui liées à des quiproquos, mais qui peuvent devenir des conflits interpersonnels. Et si le manager ne fait pas attention à ça, ne privilégie pas en fait des relations de qualité, non seulement lui-même avec chacun de ses collaborateurs, mais les collaborateurs ensemble, je dirais le travail se fait pas bien. Et donc, d'autant plus important qu'aujourd'hui, on est passé dans un monde qui est en mutation profonde, avec des repères et des changements de paradigme très très importants, et que cette mutation s'accélère avec toutes les nouvelles technologies, je dirais s'accélère avec toutes ces nouvelles technologies, qui fait qu'on est tous plus ou moins dépassés par ce qui nous arrive. Et moi, mon objectif, quand j'ai conçu ce cycle pour les dirigeants en 2014, c'était en fait les aider à mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Il y a un changement de repère qui est profond. On n'est plus dans un monde, on va dire, prévisible, lisible, compliqué, etc. On est dans un monde qui est devenu VUCA, acronyme américain inventé par l'armée des États-Unis. VUCA voulant dire le monde est devenu volatile, incertain, complexe et ambigu. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand l'armée américaine débarquait sur un théâtre de guerre, elle arrivait avec sa grosse artillerie lourde, et elle s'est aperçue avec les terroristes, je dirais que cette grosse artillerie lourde était... ne servait à rien finalement. Ne servait pas à rien, mais était moins pas efficace. adaptée. Et ils ont conçu des équipes commando très agiles, avec des expertises différentes, qui surtout ont une liberté de décision sur le terrain. Donc au lieu d'expliquer ce qui se passe sur le terrain, que toute la chaîne de commandement remonte les infos, pas forcément les bonnes infos, et décide après de ce qu'il faut faire, comment faire, c'était difficile. Donc ce monde VUCA, effectivement, il faut changer de principe de fonctionnement en profondeur, des principes d'organisation aussi. Et dans cette formation, en fait, j'aide les dirigeants, j'ai des dirigeants à la fois du public et du privé, et j'aide les dirigeants en fait à tester des nouvelles manières de faire, parce que pour moi c'est important de faire autrement pour réussir ensemble. Ça c'est mon mantra. Tout dirigeant ne réussit pas seul. Aujourd'hui un dirigeant ne détient plus ni la vérité ni la solution. Et l'objectif, c'est de réussir ensemble en utilisant l'intelligence collective pour réfléchir, la co-construction pour prendre les bonnes décisions à un bon moment et les mettre en œuvre et surtout susciter l'engagement et la contribution de chaque salarié. Mais ça, c'était déjà ce que demandaient les plus jeunes. On parlait de la génération Z difficile à diriger, soi-disant, avant 2020. On a déjà entendu en fait ce discours, mais peut-être qu'il n'était pas vraiment
même si on l'entendait, on n'écoutait pas finalement. Il y a une différence entre entendre et écouter et appliquer, je suppose. Ben oui, parce que ça remet avec la génération Z, avec sa connectivité ultra énorme, plus ce réseau incroyable qu'ils ont naturellement, je dirais, bouscule les règles du pouvoir du manager. Et vont plus vite et avoir mieux que le manager. Et le manager se sent dépassé. Donc du coup, en fait, il remet du contrôle, il les empêche d'être autonomes. Et ça, c'est no way aujourd'hui. On ne peut plus continuer comme ça. Et que l'objectif, c'est qu'effectivement, un manager doit entendre tout le monde. Alors, je reviens en termes de management, prendre en compte leurs motivations, leurs aspirations, leurs propositions de solutions, ce qui ne veut pas dire qu'il doit tout prendre en compte, mais de prendre en compte leurs besoins et y répondre au maximum. Aujourd'hui, on est passé d'un manager directif à un manager jardinier qui doit créer l'environnement nécessaire pour que toute son équipe s'épanouisse et surtout veiller, et c'est ça qui est le plus important, à ce qu'il y ait un vrai esprit d'équipe entre les gens. Il y a aujourd'hui, dans l'ancien monde, avec les silos, avec les prises de poste, chacun fait son job bien, on va dire naturellement bien. Mais il fait son job sans prendre en considération l'impact de ses décisions sur les personnes qui vont suivre. Donc au niveau de la chaîne de valeur, entre un DSI informatique et un marketing, s'ils ne se connectent pas, s'ils ne se comprennent pas, eh ben, je dirais, ça peut créer en fait plein de failles, de dysfonctionnements et des quiproquos qui fait que tout le monde est mal à l'aise et que en fait là, le client, in fine, n'est pas bien servi. Donc aujourd'hui, c'est important d'organiser une vraie coopération entre les différentes directions, d'une entreprise, et voir constituer, au lieu d'avoir des services, donc production, marketing, logistique, finance, etc., créer en fait ce qu'on appelle dans les entreprises agiles, voire plus ou moins libérées, des équipes avec des experts de chaque domaine qui s'autogèrent et tout en prenant en considération l'impact de leurs décisions sur les autres services. Alors donc ça veut dire, si je vous comprends bien, ça veut dire que maintenant au niveau organisationnel d'une entreprise, finalement vous remettez en cause l'organisation carrément des entreprises. Pyramidale. Enfin, pas seulement pyramidale, c'est aussi ce qu'on connaissait auparavant, c'est-à-dire le service administratif, le service comptabilité, le service informatique, ou DSI, vous l'avez appelé, je ne sais pas moi, le service financier, le service commercial. C'est plus comme ça que ça doit être ? On devrait évoluer vers ça. Alors, s'il y a un très très bon bouquin de M. Frédéric Laloux qui s'appelle Reinventing Organizations, qui est écrit en français, c'est un Belge, qui parle de l'évolution des organisations depuis la nuit des temps. Donc le clan, l'organisation Ambre, qui est l'organisation religieuse, qui est très très pyramidale, l'organisation Orange, qui est aussi pyramidale, mais où il y a le DG ou président en haut et les salariés en bas. Et l'évolution en fait de ces organisations passe par une organisation verte, qui est une pyramide inversée, où en fait c'est le dirigeant qui est au service de ses salariés. Et donc, et puis après, il y a l'organisation Opale, où là, c'est des petites équipes constitutives qui font partie d'une même entité, qui servent, l'intérêt général de la société, et qui sont, par exemple, organisées, c'était le cas chez Manpower, parce que j'ai reçu, dans mon cycle Les Échos, je reçois des grands témoins, des dirigeants eux-mêmes, notamment j'ai reçu Alain Roumillac, et Alain Bogos, qui était de Manpower Group, où ils ont réorganisé en fait Manpower en fonction des attentes spécifiques de leurs clients. Donc il n'y a plus cette distinction entre RH, marketing, etc. Ce sont des équipes dédiées qui répondent collectivement à des attentes spécifiques de certains de leurs clients. Donc ils ont recatégorisé leurs clients en fonction de ces attentes communes. Et ça marche super bien. Et alors, j'ai noté un mot que vous avez utilisé dans cette nouvelle organisation, c'est le manager jardinier. Oui. Donc, c'est quoi? Ça devrait être une fonction pour vous? Alors là, beaucoup parlé de Chief Happiness Officer, etc. Ce sont des initiatives qui sont bien, mais qui sont en fait, si elles ne sont pas soutenues par le DG, tombent très vite à l'eau ou alors sont dévoyées. Le rôle du PDG ou du DG est extrêmement important aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils insufflent, ce sont eux qui insufflent la culture de l'entreprise. Et pour moi, une entreprise doit marcher sur ces deux jambes. La jambe de l'explicite, du concret, des objectifs, etc. Et l'implicite qui est le sens, les valeurs, la qualité relationnelle. Plus la qualité relationnelle est bonne au sein d'une équipe, d'une personne, d'une organisation, y compris dans les COMEX et les CODIR,
je dirais, plus l'équipe devient haute Alors, les performance. COMEX, c'est les comités exécutifs, les Et les CODIR, les CODIR. comités de direction. Tout à fait. Ça, là, vous parlez plutôt grande entreprise. Mais comment on fait dans les plus petites où le PDG, finalement, le gérant, souvent c'est un gérant ou un président, il est au fer et au moulin. Il peut être derrière une machine-outil, comme en train de répondre à un appel d'offres. Ou comment il fait? Alors, Le pauvre, j'allais dire. comment il fait? Eh bien, je lui propose en fait de lire le livre du général Pierre de Villiers, L'art d'être chef, dont j'ai fait une synthèse et que je peux mettre à votre disposition. Et Pierre de Villiers explique qu'en tant que chef d'état-major des armées, il se gardait toutes les semaines son vendredi pour prendre de la hauteur, pour réfléchir différemment aux différentes problématiques, réfléchir aux enjeux, aux défis de demain et recevoir les gens en fait, qui avaient des urgences vraiment importantes à traiter. Donc cette obligation personnelle de sortir la tête du guidon, parce qu'en fait, Donc en fait, dirigeant, de se prendre une heure ou deux ou une même demi-journée. lui, c'était la demi-journée ou l'heure. Moi-même, j'étais dirigeante pendant 7 ans. J'ai racheté une société, une TPE c'était Dalle Céramique de Laboratoire et les stratifiés italiens. C'était 7 ans de gestion de crise, y compris avec mon mari avec lequel j'avais racheté cette société, qui est parti très vite. Et ça a été, effectivement, on a la tête dans le guidon, puis je suis aussi une famille d'entrepreneurs, on est très très vite débordés. Ce qui est important, et je vais revenir au leader jardinier, c'est surtout au quotidien, c'est traiter toutes les choses qu'on doit faire en termes d'importance et d'urgence. Trop souvent, on privilégie l'urgence et pas assez l'importance. L'importance, c'est tout ce qui rend vital la survie de l'organisation. Donc, en fait, je me fais une feuille avec des cadrans en disant importance plus, urgence 3 étoiles. Importance plus, urgence 2 étoiles. Et pour savoir hiérarchiser ses priorités. Et oui, et pas se mettre la barre trop haut, pas vouloir tout faire dans un seul jour, parce que quelquefois c'est pas juste, mais prendre le temps de la réflexion, surtout au niveau de nos neurones, les décisions, surtout en tant que dirigeant, on a beaucoup de biais cognitifs. Enfin, en tant que personne, on en a tous. L'être humain, mais en tant que dirigeant, beaucoup, oui. on a encore plus de biais cognitifs. Et c'est vachement important de le savoir parce que quand on prend une décision, on a des éléments qui nous viennent de la réalité, mais qui, s'ils sont contraires à nos propres convictions ou croyances, comme on en parle dans le coaching, notre cerveau les chante à l'insu de notre plein gré. Donc, on ne va pas tenir compte de certains signaux faibles ou de certaines informations qui, pour un salarié, peut être absolument primordial pour servir un client, et le dirigeant ne va pas en tenir compte. D'où l'importance de réfléchir collectivement pour justement prendre la juste mesure de toutes ces informations, éviter ces biais et prendre les meilleures décisions possibles. Donc ça veut dire que la mise en place d'une réunion hebdomadaire quand on est une petite entreprise avec toute son équipe, c'est important par exemple? Indispensable pour justement créer du relationnel, créer de l'enthousiasme, partager les nouvelles, mais trop souvent les réunions sont mal conduites. Ce sont souvent des réunions d'information que j'appelle top-down, où le dirigeant, y compris dans les grosses boîtes, j'en ai plein d'exemples, voilà. Le dirigeant donne un certain nombre d'informations et puis éventuellement il y a 2-3 échanges, chacun donne donne les informations qu'il a à dire, mais il n'y a aucune construction de décision et la plupart du temps il n'y a pas ces temps d'échange. Et il y a plein de types de réunions qu'on devrait mettre en œuvre, et notamment 2 que je préconise dans mes formations. C'est des réunions pour régler tous les dysfonctionnements de l'entreprise, parce que Dieu sait s'il y en a, et le manager a tendance à les mettre sous le tapis parce que ça le dérange et ça le conforte à cette sorte d'incompétence. Peut-être qu'il ne sait pas, mais peut-être aussi qu'il ne sait pas comment résoudre, ou il ne peut pas, ou il ne veut pas, parce que ça l'arrange quelque part. Je ne veux pas taper sur les managers, mais en fait, il faut savoir être dans la réalité. Donc, des réunions au sein d'une équipe ou au sein des équipes pour régler les dysfonctionnements de l'entreprise, pour mieux servir le client, ça c'est extrêmement important. Et deuxièmement, des réunions de levier de croissance. Comment est-ce qu'on pourrait faire mieux, autrement, pour renforcer la valeur ajoutée qu'on accorde aux clients, pour être tous focus sur le client. Et ce genre de réunion, j'en entends très 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 rarement parler. Merci Béatrice Perrault pour ces suggestions. Donc je note 2 réunions à mettre en place lorsqu'on dirige une entreprise
une réunion dysfonctionnement et une réunion levier de croissance. Donc des thèmes génériques finalement pour réfléchir qui ne sont pas forcément donc des réunions d'information ou de résolution de problèmes. Exactement, puis des réunions de prise de décision, parce que là encore, dans les CODIR ou les COMEX, chacun défend son territoire. Donc le DRH va défendre son territoire, le directeur financier va défendre son territoire en fonction de ses propres critères, le directeur commercial défend son territoire. Et quand chacun défend son territoire, je dirais, où est l'intérêt général dans tout ça? Alors qu'en plus de ça, dans certains, là aussi grands groupes, la carrière et l'ambition personnelle comptent plus que le reste, vous êtes à l'origine de plein de mini-dysfonctionnements dont sont victimes non seulement les salariés, mais surtout les clients finaux. Et finalement, qu'est-ce qui prime actuellement en 2021? Est-ce qu'on parle toujours de la valeur de l'être humain? Comment la capter? Puisqu'on voit bien que les entreprises ont du mal à recruter. Première question. Et deuxième question, j'aimerais qu'on parle aussi de la user experience, puisque on essaye, je vois que les entreprises qui viennent à ce micro parlent de l'expérience client, mais est-ce qu'elle a une valeur importante finalement à vos yeux? Alors, première question, valeur de l'être humain. Je dirais, être environné de toutes ces technologies, de la 5G, c'est bien, mais tout est une question d'intention. Avec ces organisations orange qui sont arrivées au bout de leur schéma, justement, il y a une vision mécaniste derrière de l'entreprise, et dans cette mécanique, il n'y a plus d'huile dans les rouages parce qu'on ne prête plus d'attention à l'être humain, à ses difficultés, à ses contraintes, à ses aspirations et à ses motivations. On traite les gens comme des robots indifférenciés, et ça c'est insupportable pour moi, parce que en termes de créativité, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va nous permettre de générer de la créativité, et on en a encore beaucoup besoin aujourd'hui. Alors pourquoi le leader jardinier? Un dirigeant, alors d'abord le leadership, ça n'a rien à voir avec le management. Un management est dans le command and control, donc édicte des ordres et vérifie que les ordres sont bien effectués. Alors qu'un leader, il influence, il propose une vision de l'entreprise pour les 5 à 10 ans à venir, qui va donner du sens à chacun, qui va permettre à aligner toutes les énergies vers la même direction. On n'est plus dans des objectifs comme dans le management qu'il faut absolument atteindre, on court ensemble, on réussit ensemble vers une finalité commune et qui est partagée par tous. Donc chaque individu sait comment il peut contribuer à cette finalité. En plus de ça, ce qui est important, c'est d'avoir des valeurs. Des valeurs alors, qui sont souvent affichées dans les entreprises, mais elles sont rarement incarnées. Elles ne sont pas appliquées, c'est-à-dire qu'on les donne, mais finalement... Alors, elles ne sont pas appliquées, mais pour moi, quand je parle de valeurs incarnées, c'est prendre le temps de réfléchir ensemble au sein d'une équipe, au sein d'une organisation, quelles sont nos valeurs, comment, par exemple, le respect, comment moi je respecte l'autre, comment j'ai envie d'être respecté, c'est quelquefois deux choses différentes, et deuxièmement, comment aligner tout le monde. J'irais faire en sorte qu'il y ait un pot commun auquel chacun adhère. Et pour ça, on est dans la co-construction. C'est plus le manager qui décide pour tous. Mais le client, il est où dans tout ça? Alors attends, oui, j'arriverai, excusez-moi. Donc ça, les valeurs. Et puis, faire attention à la qualité relationnelle entre les gens. Alors ça revient avec l'histoire du leader jardinier. Un leader jardinier, c'est, je dirais, une personne, un dirigeant, une dirigeante, parce qu'il y a aussi pas beaucoup de gens dirigeants, qui veille à ce que, comme dans une forêt ou dans un petit jardin, à ce que les plantes soient au bon endroit, reçoivent la bonne exposition, le beau terreau, les bonnes fertilisants, je dirais la bonne source d'eau, de lumière, etc. Et donc, il y a des plantes qui ne fonctionnent pas bien ensemble, je dirais, on ne va pas chercher à les entretenir comme ça, c'est pas la peine, et on va demander surtout aux gens de dire où est-ce que tu as envie de travailler, de quoi as-tu besoin pour bien travailler avec nous. Donc on inverse complètement les choses. La même chose, c'est qu'au niveau des objectifs, c'est plus en fait le dirigeant qui impose des objectifs. Alors il peut donner un objectif global pour la société, mais en fait avec Google, on a découvert ce qu'on appelle les OKR, Objective Key Result, où c'est chacun membre de l'équipe donne ses propres objectifs pour atteindre l'objectif de l'équipe et donne sa contribution. Et là, et puis le manager ou le leader va dire, bon ok, il va être garant de la cohérence globale pour bien atteindre les objectifs qui ont été fixés pour ce service-là. Donc on est en train de renverser une tendance, chose que la génération Z, Y, Z, etc., sait naturellement. Eux, ils savent. J'ai donné des cours dans une école de management il y a 4-5 ans.
Je leur ai dit, vous savez tout, vous êtes les ambassadeurs du monde de demain. Mais pour des personnes qui ont vécu un autre monde, qui se sont assises sur un certain pouvoir lié à leur statut, ça ne convient pas du tout, cette fameuse co-construction. Alors, ce que j'entends, c'est que c'est facile à mettre en place dans des petites entreprises, peut-être. Par contre, dans les plus grosses, où on arrive avec justement des couches successives de management, c'est un peu comme dans l'administration, on rajoute des couches sur des couches, on n'y comprend plus rien, en fait. C'est l'histoire de la fourmi. La fameuse fourmi qui travaille toute seule et puis qui après se retrouve virée par tous les... Non, c'est pas ça? Alors, c'est l'histoire de la fourmi. Oui, il y a des services. Et moi, je pense à un de mes amis, Thierry William, qui était ex-CEO de General Electric, on a fait la même école de commerce, qui est passé chez IBM, et qui était un personnage extrêmement humain, et qui a monté en grade progressivement au sein d'IBM, et puis après qui a été recruté comme CEO de General Electric Capital France. Et j'ai d'ailleurs une interview sur YouTube avec Thierry pour connaître son secret. Et Thierry est un homme profondément humain, ferme mais juste. Et ce qui est important, c'est la notion d'être juste dans la vie. Juste par rapport à soi, par rapport aux autres et par rapport à l'intérêt général. Et je reviens avec Thierry. Il avait des excellents résultats, mais au niveau de sa hiérarchie, il ne comprenait pas comment il les avait. Et tout simplement, qu'est-ce qu'il faisait? D'abord, il aimait ses collaborateurs. Il les soutenait en permanence, il savait les recadrer quand ils faisaient des pas de côté avec des comportements inacceptables. Et puis surtout, il faisait beaucoup de cohésion d'équipe. Et ça, c'est important aujourd'hui. Et encore plus à l'époque de la pandémie, on n'a plus de lien social, on est en télétravail, on est dans l'incertitude la plus totale. Je dirais, refaire la cohésion d'équipe est absolument indispensable. Et là, on est obligé de se retrouver en présentiel, mais c'est très possible de préserver les gestes barrières, la distance, etc. Mais le fait de se retrouver ensemble est essentiel à l'être humain. La pire chose que vous puissiez... il y a deux choses que vous puissiez infliger comme blessure profonde à un être humain. Un, c'est le fait de l'ignorer. Et deux, c'est le fait de lui couper tout lien social. Et c'est absolument terrible. Mais alors avec le confinement qui nous pend de nouveau au nez, comment va-t-on faire ? Comment on fait de la cohésion d'équipe en 2021 ? Qu'est-ce que vous nous proposez comme optimisme, de l'optimisme, de l'audace. Je viens de donner une conférence dans une grosse collectivité territoriale de l'Ouest. Le thème, c'est comment recréer un état d'esprit d'équipe dans une période d'incertitude et avec beaucoup de télétravail de 3-4 jours par semaine. Eh bien, des petits gestes, des attentions, faire en sorte que le manager soit présent sans être intrusif. Par exemple, et envoie en fait des bonjours, s'il te plaît, merci, pardon. Ça, c'est les 4 mots-clés du management qui sont souvent pas du tout appliqués. Savoir donner de la reconnaissance. Parce que souvent, les managers lambda considèrent que les gens sont payés pour leur travail et qu'on n'a pas à leur donner de la reconnaissance. Ce qui est une erreur monumentale. Nous avons tous besoin de reconnaissance, certains plus que d'autres. Mais surtout, une reconnaissance, ce n'est pas un simple merci. J'ai animé aussi un séminaire de cohésion d'équipe pour une grosse filiale d'une grosse entreprise américaine. Et le thème de la DG m'avait dit, Béatrice, ce sera reconnaissance et résilience. Et reconnaissance, parce qu'ils avaient vécu une année de folie, parce que le décès du fondateur américain, remise en cause de tout, etc. Et je lui ai dit, Muriel, tu vas commencer par dire merci, et merci à chacun de tes collaborateurs, tes membres de CODIR, en disant, merci Stéphane, parce que ce que tu as fait pour moi, telle chose, m'a permis de... Donc non seulement on contextualise le merci, mais surtout, c'est pas que ça explique, ça justifie en fait l'engagement. Et là, on a vu le visage de tout le monde vraiment s'éclaircir. Et Muriel a dit ça. Muriel a dit ça à chacun, et du coup, chacun a dit ça aussi les uns et les autres. Et savoir se dire merci d'être là, d'exister, de contribuer, etc. Parce que quelquefois, on fait des petites contributions qui n'ont pas beaucoup d'importance pour nous, mais qui revêtent une importance énorme pour autrui. Le fait de se le dire, mais ça crée une ouverture, une énergie de dingue. Finalement, ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que les chefs d'entreprise trouvent en ce moment qu'il est difficile de recruter et que les jeunes
se comportent mal, mais finalement, eux-mêmes, c'est ce que j'entends dans ce que vous dites, se comportent pas si bien que ça. Donc en fait, ils veulent que ce soit les autres qui se comportent bien, mais eux-mêmes se comportent mal. Mais il nous reste 5 minutes de conversation ensemble, Béatrice Perrault. J'aimerais qu'on avance sur le thème de la user experience, puisque tout le monde met en avant sur les nouvelles plateformes, puisque tout le monde fait des plateformes numériques maintenant, donc des sites internet. Tout le monde veut absolument qu'on aille commenter, mettre des étoiles. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle valeur donner à tous ces espèces de résultats? Vous me disiez que si on obtient la note de 7, en fait, ça veut dire 0. Alors, si l'échelle va de 0 à 10, où est-ce qu'elle est la bonne note? Il faut avoir 10 sur 10 ou 9 sur 10? C'est en étudiant, alors c'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais je lis énormément, je suis très éclectique dans mes lectures, je fais pas mal de liens, voilà. Et puis je lis beaucoup la Harvard Business Review, dont je fais des synthèses d'articles. Qu'est-ce qui a fait les facteurs, quels ont été les facteurs clés de succès de ce qu'on appelle des GAFA, GAFA, Natou et autres BATX. Alors GAFA, Natou c'est américain. Il y a Amazon, Netflix, etc. Et BATX, c'est chinois. C'est chinois, exactement. C'est les Chinois qui sont en train de disrupter les Américains. Hein. Le Google chinois, l'Alibaba, il est en train de disrupter les Américains peuvent se faire du souci. On verra bien. Alors, je reviens. Qu'est-ce qui a fait le facteur clé de succès de ces géants dont je prendrai l'exemple d'Amazon? Ce sont 2 critères. Le fait qu'ils proposent des applications ou un service qui répond aux attentes non seulement importantes, conscientes des clients, mais surtout à des besoins inconscients et implicites. Pourquoi est-ce qu'on est tous sur Facebook ou sur LinkedIn, etc. C'est parce qu'en fait, on a besoin de communiquer et que non seulement on trouve de l'intérêt à utiliser ces applis-là, mais en plus de ça, on les trouve tellement bien qu'on va les recommander. Donc le premier critère, c'est la recommandation. Si votre entreprise est recommandée par vos clients, et ultra bien recommandée, style 9 sur 10, vous allez connaître une croissance exponentielle. La deuxième condition, c'est ce qu'on appelle la facilité d'interaction. Si je reviens avec Amazon, je pense à un copain qui avait donné sa carte bleue à sa fille pour qu'elle achète je ne sais plus quel produit sur Amazon. Et en dialoguant avec Amazon, on lui fait acheter un forfait premium. Et elle dit, papa, ben voilà, ça t'a coûté 130 € alors que ça aurait dû lui coûter 60 €. Et le père a dit, mais non, je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben en fait, parce que j'ai bien compris, j'ai souscrit au forfait premium. Ah ben je ne m'y pas du tout question. Donc il a téléphoné à Amazon, il a obtenu quelqu'un très vite au téléphone en 2 minutes, il a dit, je ne veux pas souscrire à ce forfait. Et la personne responsable a dit, ok, je vous l'enlève et vous êtes remboursé tout de suite. C'est ce qu'on appelle la user experience, l'effet waouh. Le fait que, c'est ultra facile d'interagir avec les gens. Et alors, dans ces facteurs clés de succès, donc ces 2 questions, est-ce que vous me recommanderiez sur une échelle de 0 à 10? Si vous avez 7 ou 8, ça vaut 0. Si vous avez 9, ça fait plus 1 point. Mais si vous avez 6, ça fait moins 1, 5, moins 2, etc. Ok? Et c'est comme ça qu'on qualifie cette user experience. La même chose sur la facilité d'interaction avec une société. La société doit se focaliser, absolument toute organisation, si elle veut survivre, non seulement pérenniser, mais avoir une croissance pérenne et exponentielle à la façon d'Amazon, doit, mettre en place une nouvelle organisation au service du client, dédié au client. Tout le monde, c'est plus l'intérêt général de la boîte, c'est dédié au client. Et ça me fait penser à une petite phrase de Jean-François Aubryst de l'entreprise Favi, qui était une des premières, entre guillemets, entreprises qualifiées de libérées en France. Il disait, comment faire plus, mieux, moins cher, avec moins de ressources, pour l'amour du client qui nous nourrit. Donc, un salarié ne travaille pas pour un patron, un salarié travaille pour l'amour du client qu'il nourrit. Et Favi a été le sous-traitant automobile qui n'a jamais changé ses prix pendant plus de 25 ans, sous la direction de Jean-François Aubryst. Et parce qu'en fait, il trouvait chaque fois des clés, des innovations pour préserver son marché. Et ça, c'était un truc de folie. Et la même chose, et il disait,
Moi, c'est deuxième chose de Jean-François Zobrist, c'est celui qui fait, qui sait comment innover. L'innovation vient moins de la R&D, elle vient de la plupart de tous les salariés, mais qui n'osent pas éventuellement proposer des solutions. L'innovation, elle est chez partout, tout le monde, et elle n'est pas dans l'intelligence artificielle, elle n'est pas dans les robots, elle est dans la relation humaine. Et plus on a du réussir ensemble, et plus on va connaître en fait une croissance pérenne et durable, et surtout survivre à toutes ces crises. Merci Béatrice Prérault. Grâce à vous, vous avez mis l'être humain au centre finalement. Vous avez remis l'être humain au centre de l'entreprise. Je retiens quand même ce que vous avez dit, ce vocabulaire, c'est-à-dire où on est dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu. Et donc, pour aider les chefs d'entreprise à s'en sortir ou les managers, si on veut vous contacter, on fait comment, Béatrice Prérault? Alors, j'ai un site qui s'appelle co-performance.fr. Mon adresse mail b.perrault@co-performance.fr et puis éventuellement, je suis à votre disposition pour répondre à des questions. Je reste sur des thématiques ou approfondir certains sujets. Je serais ravie de... Eh bien, on vous réinvitera avec grand plaisir au cours de l'année, Béatrice Prérault.